bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo, je sais que vous l'attendiez beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet super tabou, n'est-ce pas? On va parler de chirurgie esthétique les amis. Et oui, on va parler de chirurgie esthétique aujourd'hui sur ma chaîne, mon expérience négative puis positive à ce sujet. Si ce sujet ne t'intéresse pas mon ami, tu peux zapper. Parce que ça veut dire que si ça t'intéresse pas, tu n'es pas la cible et peut-être que sur ma chaîne, il y aura d'autres vidéos qui vont te divertir davantage. Donc si ça vous intéresse vraiment pas ce sujet, si vous trouvez ça trop superficiel, trop... voilà, vous pouvez zapper à la prochaine vidéo. Ceux qui sont restés avec moi, c'est que ça vous intéresse. La majorité, ce sont des femmes, je pense. Et il y a aussi des garçons. On est bientôt en 2020 et c'est un sujet qui est extrêmement tabou en France. Dans les autres pays, pour ceux qui voyagent, c'est beaucoup plus... La parole est beaucoup plus libérée. Et surtout en France, les gens ont peur du qu'en dira-t-on. Le jugement, c'est un poison. Et quoi que vous fassiez dans votre vie, sachez une chose, on va vous juger dans tous les cas. Donc, vivez votre vie comme vous l'entendez, c'est le plus important. Si par exemple, tu es un garçon et que tu as 25 ans et que tu as la calvitie et que tu es super complexé, vraiment n'hésite pas, il faut passer à l'action, fais-toi des implants de cheveux. Ou si par exemple tu as une dentition qui te convient pas et que par exemple quand on rigole avec des amis et tu mets tout le temps ta main sur ta bouche parce que t'es complexé ou t'étais gros avant, t'as grave maigri et que tu as envie de te sentir bien dans ton corps et tout. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, adressez-vous à des professionnels. Et la plupart des gens qui n'osent pas passer à l'action, c'est qu'ils ont peur d'être jugés. Et je trouve ça dommage, je trouve qu'on devrait tous se donner des conseils, on devrait tous en parler autour de nous. Tant que vous êtes bien dans votre peau, c'est le principal, vraiment. Et n'écoutez pas ceux qui, de toute façon les gens critiqueront toujours, donc n'écoutez pas les mauvaises langues. En fait le souci c'est qu'il y en a plein qui le font, et il y en a peu qui en parlent. Et même pire, il y a des gens, des Instagrammeuses ou des filles des réseaux sociaux ou des mecs même qui vont passer à l'acte et qui vont rien dire et qui vont dire que c'est naturel. Et ça, c'est encore pire de vous mentir comme ça, de dire... Par exemple, une nana en un mois, elle perd 20 kilos. Tu te dis, waouh, comment t'as fait? Un truc de ouf, quoi. T'as perdu 20 kilos. Et la nana, elle va dire, ah bah j'ai fait Anaka 3, oh, ça marche super bien. MDR, quoi. Non mais franchement, comment vous osez faire des choses comme ça et mentir à votre public et dire que c'est naturel? Mais il faut arrêter les conneries. Donc voilà, moi, en tout cas, j'ai voulu vraiment être complètement ouverte et vous parler un petit peu de mon parcours à ce sujet-là. Une chose très importante avant de passer à l'action, réfléchissez, renseignez-vous, documentez-vous à ce sujet, allez consulter différents praticiens, différentes personnes, différents patients aussi. Ayez le maximum d'informations avant de passer à l'action. Même si ça prend du temps, même si ça prend des mois, des années à réfléchir, vraiment il faut que vous soyez sûr à 1000% avant de passer à l'action parce que des fois, on regrette. Des fois on se dit voilà, j'aurais peut-être pas dû faire trop... Voilà cette taille là par exemple, je pense aux poitrines, faire trop gros, ou voilà j'aurais peut-être pas dû faire, enfin, on regrette quand on mûrit, quand on grandit, il y a des choses que l'on regrette. Ces procédures elles sont très sérieuses, elles sont pas à prendre à la légère. C'est votre corps et votre corps c'est ce qu'il y a de plus important. Donc vraiment, renseignez-vous et documentez-vous et allez voir plusieurs chirurgiens pour avoir des avis différents, c'est super important. Alors en fait, qu'est-ce qui a fait que... Je vais vous raconter un petit peu l'évolution de mon corps et les raisons pour lesquelles je suis passée à l'action il y a quelques années. Quand j'avais 8-9 ans, j'étais grassouillette. Moi j'étais une petite fille grassouillette, voilà. Après quand mon papa est décédé, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids. Mon premier régime, je l'ai fait à l'âge de 11 ans. Je rentrais en 6e et j'avais envie d'être d'être en forme pour la rentrée. C'est le collège, quoi, donc tout le monde va te regarder, tout le monde va être... c'est aussi un moyen de se faire des amis, quoi, d'être un peu dans la norme. Je crois que c'est à l'école et au collège que les gens sont plus difficiles et plus méchants en fait. Alors l'été avant d'entrer en 6e, j'ai fait un régime, j'ai perdu 8 kilos. Donc je faisais du vélo, j'allais courir. Je faisais très attention à mon alimentation et l'été, c'est vrai que j'ai tendance à maigrir plus facilement parce qu'il fait chaud et parce qu'on boit beaucoup et parce qu'on mange beaucoup de crudités et des fruits. Et c'est vrai que l'été, c'est toujours la saison où je perds du poids.
Donc mon premier régime, moins 8 kilos. Hein. Bon, je devais faire genre... bon, j'étais pas bien grande, hein, je pourrais pas vous dire exactement le poids et tout ça, mais j'ai quand même bien perdu. Je suis arrivée à la rentrée, j'avais mis le jean de ma soeur et du coup je me sentais trop fraîche. Les camarades de classe, ouais, Siam, t'as maigri, c'est trop bien et tout. Mais bon, moi c'était mon premier régime, mais je savais pas. Genre les années qui ont suivi, j'ai pris le triple. J'ai pris le triple. Parce que une fois le régime terminé, j'ai continué à manger comme avant. C'est-à-dire comme un ogre. Moi j'aime trop manger. Et là j'ai du coup la puberté en plus qui fait en sorte que ton corps change, tu grandis, ta poitrine, tes hanches et plus la bouffe, j'ai passé l'évolution supérieure quoi, hein, l'évolution 3. Et voilà, j'ai pris 3 fois plus de poids. À 16 ans, je me suis dit, non, j'ai 16 ans, il faut quand même que je sois bien dans ma peau, que je sois heureuse. Puis c'est pour une adolescente, c'est important, hein, le regard des autres, se dire voilà, moi aussi j'ai envie d'être, tu vois, j'ai un joli visage, ça va, alhamdoulilah. C'est juste voilà, je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien dans mon corps, pourtant j'étais forte au sport. Je faisais du hand et tout, franchement, j'étais endurante, je courais, enfin j'étais vraiment sportive, mais j'étais grosse quoi. Enfin grosse, j'étais un peu grosse quoi. Et du coup, voilà, j'ai dit bon non, j'ai 16 ans, il faut que je passe à l'action. Du coup, j'ai maigri et j'ai vraiment, vraiment maigri quoi. En 4 mois, j'ai perdu 14 kilos en 4 mois. Et du coup, entre 16 ans et 24 ans, j'étais entre 57 et 67 kilos, je faisais le yo-yo. Donc j'avais des périodes où j'avais vraiment envie de manger, je mangeais. Et après, je faisais des régimes, quoi, les régimes du camp, j'ai fait tous les régimes possibles. Le pire, c'est quand je suis allée aux États-Unis, alors laisse tomber. Quand je suis arrivée, je devais faire... je sais pas, 63 kilos, 64 kilos. Je suis arrivée là-bas en un mois. Genre, j'étais étudiante dans mon campus, il y avait de la bouffe de partout. T'entrais des bagels à 2 $, t'as les trucs chinois, General Chicken et tout. J'ai les cookies, Insomnia Cookies, je sais pas si certains d'entre vous connaissent aux States. Juste à côté de mon building, il y avait un camion Insomnia Cookie. Genre quand tu sortais de cours, t'avais l'odeur du cookie qui venait de chatouiller le nez et tout. J'étais là, non mais j'ai grossi, tous mes jeans là, je pouvais même pas fermer mes jeans, laisse tomber. Donc je suis arrivée là-bas, je fais bon allez, je vais bien maigrir. J'ai perdu 10 kilos. Avec le régime du camp, ça a grave bien marché. Et après, je me stabilisais. Mais le problème, c'est que quand tu maigris, après, voilà, le corps, il maigrit. Et moi, arrivé à un certain moment, à 23-24 ans, j'avais plus de poitrine. J'avais des gants de toilette qui tombaient. Voilà, et j'étais super complexée parce que, voilà, j'étais plutôt sportive, j'étais plutôt bien dans ma peau, mais vraiment, les seins, j'avais rien, quoi. J'avais des poches vides, en fait. Et je mettais des soutiens-gorge, je mettais des chaussettes dans mes soutiens-gorge parce que j'avais envie que ma poitrine, elle aille bien avec le reste de mon corps, avec mes hanches. Moi, j'ai quand même des hanches. Donc du coup, voilà, après j'ai fini, j'ai mon diplôme. J'ai fait mon émission de télé à Los Angeles qui s'appelait Ready for Love. Je vous montrais des petits extraits. Et à ce moment-là, j'étais dans des villas où il y avait que des bombes atomiques autour de moi. Los Angeles en tête, j'étais un peu endoctrinée par le culte du corps de Los Angeles. Toutes les nanas super belles, refaites et tout ça. Et du coup, je sais pas, mais même dans tous les cas, j'étais complexée par ma poitrine. Donc pour vous dire, ça faisait des années que je pensais à me refaire la poitrine. Et là, ça a juste confirmé. J'ai une copine qui s'appelle Stella, qui est danseuse orientale, qui est juste belle de la tête aux pieds, trop belle. Et elle m'a dit voilà, elle avait refait ses seins, qu'elle avait même fait un lipofilling et tout. Et franchement, elle assume et tout, je la voyais, mais elle avait pas besoin de camoufler ou de mettre des chaussettes ou de machin. Moi, à chaque fois quand je sortais en soirée et que je mettais une robe, il fallait tout le temps que je trouve le subterfuge de machin. Et voilà, je vais mettre des chaussettes, je vais mettre ça, c'est chiant quoi. T'as juste envie de mettre ta robe et de te barrer quoi. Mais non, en fait, c'était toujours très beaucoup de calculs en fait. Quand je suis rentrée en France en 2013, j'ai pris la décision de faire ma poitrine.
Mais, haha, parce qu'il y a un mais, malheureusement j'ai vraiment mal choisi l'endroit. J'ai une copine qui est partie en Tunisie se faire opérer de la poitrine et donc elle m'a raconté son expérience, elle m'a dit voilà qu'elle était très contente, ce docteur il est super bien, nanani nanana, c'est abordable, les prix, etc. Donc du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé et tout, mais vraiment j'aurais dû regarder dans d'autres cliniques, j'aurais dû regarder à Toulouse ou à Paris ou vraiment me renseigner mieux je critique pas la Tunisie parce qu'on peut te rater n'importe où en fait. On peut te rater en France, on peut te rater en Tunisie, on peut te rater n'importe où. Le seul problème de cette clinique, c'est que dans cette clinique, ils t'opèrent à la chaîne. Et ça, je le savais pas en fait. Et quand on a des opérations multiples dans la journée, bah, le chirurgien, il est fatigué à un moment donné. Il peut pas faire bien tout le monde en fait, je pense. Et moi, je suis arrivée là-bas. Du coup, bon, aussi j'ai demandé une poitrine, voilà, je voulais passer de A à Z, je voulais une belle poitrine. Et du coup il m'a opérée et je sais pas, je me suis réveillée le matin, enfin, surtout parce que bon, comme moi j'ai les seins à la base qui sont très écartés, je lui ai demandé qu'il soit un peu rapproché, quoi, qu'il soit vraiment là, qu'il soit pas genre là, quoi, enfin... C'est ce que je lui ai demandé, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup c'est une procédure qu'il ne maîtrisait pas parce qu'il a dû m'ouvrir un peu le muscle là et là. Mais sauf qu'il m'a ouvert le muscle du côté gauche, bien comme j'ai demandé, mais du côté droit, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais, le muscle il était ouvert jusque là en fait. Donc du coup je me suis réveillée. Il y avait ma mère. Ma mère elle est toujours avec moi quand je fais des trucs comme ça, donc j'ai toujours besoin de son approbation. Donc je me réveille. Et je regarde. Bon, il y avait les gros bandages et tout. Hein. Quand on commence à m'enlever les bandages pour me mettre les petits trucs et tout ça, parce que j'ai fait un lift aussi, forcément, vu que mes seins tombaient, j'ai fait un lift, mais pas avec la barre T, j'ai fait un lift aréola, parce que c'était pas assez tombant, donc du coup, heureusement, ça m'a évité des cicatrices. Du coup, j'ai fait un lift, donc mes cicatrices, elles sont autour des tétons. Et là, j'avais un trou. Et j'avais un point en fait, on m'a cousu la cicatrice et je me réveille. Le docteur qui m'avait opéré n'était même pas là. C'est-à-dire que j'ai demandé il est où le docteur M, je vais dire M parce que je vais pas dire son nom. L'infirmière me dit qu'il est parti en conférence, il avait une conférence en Égypte ou je ne sais quoi. Et donc c'est son confrère qui est venu me voir. Et donc je lui dis, c'est quoi ça? C'est le point que j'ai là, c'est quoi? Et il me dit, je sais pas. Ok, il ne sait pas. Donc du coup, ok, je me dis, bon, ça doit être normal. Peut-être qu'ils ont fait passer... Parce que les drains, ils te les font passer là. Donc je lui dis, peut-être que je sais pas. En fait, c'était le gros mystère. Bref, je suis contente du résultat. Franchement, rien à dire. Je suis vraiment contente. Tout va bien. Je rentre chez moi, du coup. Et le point, il pète. Parce que les seins gonflent, en fait, quand on t'opère. Et le point qui était là, il pète. Donc du coup, je sais pas, je mets un pansement dessus, j'essaye. Et je vois qu'au lieu de cicatriser au lieu d'être fermé et de cicatriser, ça me fait un trou en fait. Donc le truc commence à s'agrandir avec la pression. Donc je suis toujours sous antibiotique. Je mets à chaque fois un pansement dessus, mais le truc il est en train de s'élargir et ça devient un trou. C'est plus scindé en fait. Ça peut plus se cicatriser là. Donc même si je mets des stitches, il faut rouvrir et refermer en fait. J'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Je vais vous montrer les photos. Hein. Le truc qui s'agrandissait, j'avais du liquide qui coulait. Pendant un mois, j'avais du liquide et j'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Personne ne voulait me prendre. Carrément, dans un hôpital, il y a une nana, un docteur, pardon, qui me dit il faut enlever la prothèse, fermez-la. Donc en gros, pendant un an, tu vas rester avec un sein et genre le sein vide là. Et après, quand ça sera bien cicatrisé, tu remettras la prothèse. Je vais pas rester un an comme ça avec un sein gros et une poche vide. Enfin, je sais pas, réfléchissez. Du coup, j'étais là, putain, mais je sais pas ce que je vais faire. Et donc, entre temps, je rappelais le chirurgien, je rappelais la clinique en Tunisie qui m'avait opéré. Et je l'ai harcelé, j'avais pas de nouvelles. Je l'ai harcelé. Je disais, putain, mais ils vont jamais me répondre et tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie de. Franchement, j'étais et dire que j'ai eu des histoires encore pires que la mienne, hein, je vous le dis. Hein. J'étais vraiment dans un état de détresse, mais impossible. Jusqu'au moment où ils finissent par me répondre. Et du coup, le docteur, voilà, il me dit, il faut que vous reveniez, on va vous refermer et tout, voilà.
Et quand j'ai vu le docteur, je lui ai dit mais c'était quoi en fait ce trou en fait? Il s'en rappelait même pas. Il s'en rappelait même pas. Il a dit bah c'est, je sais pas, ça arrive. Genre avec le laser, il a dû appuyer dessus, il s'en est pas rendu compte, il m'a troué la peau en fait. Et voilà quoi. Donc du coup, bon, ils m'ont recousu, ils m'ont refermé, ça me fait une grosse cicatrice là. C'est pour ça que je mets rarement des décolletés parce que voilà, je cache en général. Et du coup, au début, ça me faisait carrément un kéloïde, une grosse cicatrice rose et gonflée. Et voilà. Et avec le temps, ça a mal vieilli. Voilà, ça a mal vieilli. J'ai cette prothèse là qui est sortie de sa loge. Et du coup, ça me fait une bulle ici au milieu. Ce sein là, il est bien. Mais ce sein là, en fait, il est un peu décalé vers la droite et ça me fait une bulle en fait. C'est pas. En photo ça se voit, mais visiblement c'est pas un truc qui se remarque beaucoup. Mais moi je le vois et franchement ça m'a un. C'est un peu complexant. Voilà. Autre chose, autre erreur que j'ai faite, voilà, c'était en début 2017. On m'a contacté pour faire, voilà, pour venir tester des trucs dans une clinique et tout. Chose qui m'a intéressée, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais le problème c'est qu'on m'a pas prévenu des risques. On m'a proposé de faire une cryolipo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la cryolipolyse, c'est la machine qui congèle la graisse, voilà, on vous met une machine sur une zone voulue, ou là où vous avez un peu de gras que vous avez du mal à perdre. La machine reste, c'est comme une ventouse qui se colle, une ventouse comme ça là, un peu rectangulaire, qui se colle à votre, soit en bas du ventre, et en général c'est les cuisses que les femmes elles font, ou le bas du ventre, enfin toutes les zones un petit peu qui sont un peu compliquées, où la graisse se stocke et c'est un peu compliqué d'éliminer. Et ensuite, ça vous congèle la graisse pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, il y a une aide-soignante qui vous masse vraiment pour casser les amas de graisse. Et ils vous disent qu'au bout de 6 mois, ça permet de. Enfin, la graisse se liquéfie, va dans les tissus. Et après, vous n'avez plus de cellulite, genre. Et puis, donc, pour moi. J'ai toujours eu un peu de gras sur la culotte de cheval et en bas du ventre. Donc je me suis dit, écoute, on va tester. Et puis voilà, au pire ça marche pas, mais ça, voilà. Mais je ne savais pas ce que ça allait me faire. Ça m'a fait des traces sur les côtés pendant 1 an au moins. Ça m'a fait des traces violettes de part et d'autre. Et au lieu d'éliminer ma graisse, ça m'a fait l'effet inverse en fait. Ça m'a fusionné ma graisse. Et donc du coup, encore plus difficile de perdre cette graisse-là. Donc du coup, moi, la première année, je me suis dit, je suis allée revoir la personne qui me l'a fait. Le pire, c'est que cette personne-là qui me l'a fait, elle me dit oui, moi, quand je l'ai fait, on m'a raté. Et elle me montre sur le côté. Et genre, elle avait un peu un trou sur le côté. Et elle me dit ouais, moi, on m'a raté et tout. Mais t'inquiète pas, moi, je vais pas te rater et tout. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais il faut pas que... c'est bon, cours, fais demi-tour, le fais pas. Ça aurait dû me faire tilt. J'aurais dû dire... Non, mais en fait, j'aurais pas dû le faire, tout simplement. Parce que même si elle a massé fort et tout, mais moi, ça m'a fait... c'était catastrophique sur moi. Et pareil, ça a très mal vieilli. Là, ça faisait 2 ans que j'avais ça. Et cet été, je me suis dit, parce que pour ma poitrine, pour mon problème avec ma poitrine et pour ce que j'ai eu par rapport à la cryo, j'ai consulté parce que après cette personne-là, je l'ai recontactée. Je lui ai dit ouais, voilà, regarde ce que ça m'a fait et tout, la cryo, ça m'a fait ça. Elle m'a dit écoute, je vais voir ce qu'on peut faire et elle m'a dit si tu veux, on va proposer de te faire une lipo et tout ça, y a pas de souci. Mais moi dans ma tête, jamais moi liposuction, mais rien que le fait d'avoir dans ma tête d'idée d'avoir des trucs qui te rentrent dans le corps et qui t'aspirent ton gras et tout, moi j'ai la phobie des aiguilles et tout, j'ai fait non, je vais essayer de faire quand même, je vais essayer de maigrir et je vais essayer de le faire naturellement. Donc j'étais en mode ventouse, en mode massage, en mode j'essaye de faire partir ça. Donc du coup, je suis quand même allée consulter par rapport à ma poitrine. J'ai vu plusieurs docteurs sur Paris pour voir si on pouvait me refaire la poitrine plus petite et enlever ce problème de prothèse qui sort de sa loge en fait. Et du coup, moi, on m'a dit que c'était une opération très compliquée parce que le muscle, en fait, il est un peu détaché là. Il faut carrément refaire
enfin recréer une loge, mettre un implant et si on veut une boîton tout petite, faire encore des cicatrices là-bas, renter tout. J'ai dit voilà, c'est une galère. J'ai également consulté par rapport aux traces que la cryo m'avait laissées de part et d'autre en bas du ventre, parce que je l'ai fait en bas du ventre aussi. Et du coup ils m'ont dit, le résultat c'était sans appel, ils m'ont dit tu dois faire une lipo pour enlever ce que la cryo t'a fait en fait, les boules de graisse, parce que ça c'est de la graisse que tu n'arriveras jamais à perdre en fait, ça te laissera tout le temps ces boules là. Alors quand je parle de boules, je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, cet été je me suis dit bon tant pis, j'ai pas besoin de faire une lipo, je vais faire un régime, je vais courir et tout ça. Donc vous avez vu là, je me suis un peu mis en maillot de bain sur Instagram, chose que je fais rarement, voire jamais. Et du coup, bon, j'étais contente, j'ai perdu 5 kilos, je suis allée courir, je me tuais à la salle, genre tous les jours j'allais à la salle, j'allais courir et tout. Et du coup, encore pire, quand j'ai maigri cet été, les boules elles ressortaient encore pire. Je vais vous montrer une photo. Et en fait, ça c'est la graisse que j'ai pas réussi à perdre de la cryolipo. Du coup, j'en avais de la graisse en bas du ventre et sur les côtés. Et genre, impossible de perdre cette graisse, quoi. Parce que c'était de la graisse qui avait fusionné. Donc du coup, voilà. J'ai décidé de passer à l'action. Et je me suis renseignée. J'ai dit, bon, c'est bon, je suis décidée. J'ai recontacté des chirurgiens sur Paris. Et j'ai regardé, par contre là j'ai pas fait comme la première fois là, à partir comme ça à corps perdu vers une destination improbable. J'ai des amis qui se sont fait opérer en Turquie et là justement voilà, ils m'ont dit que du bien, ils m'ont dit voilà, ils t'opèrent pas à la chaîne, c'est vraiment des gens sérieux, ils sont spécialisés, en fait chaque médecin a sa spécialité en fait. Le médecin de la rhinoplastie, enfin qui est le meilleur en rhinoplastie, vont dire lui c'est lui le meilleur pour le nez. Les personnes par rapport, ils font les dents aussi, ils font tout ce qui est facettes, couronne, ils font implant capillaire également pour les hommes, parce que ça c'est de chez nous, hein, les Méditerranéens, les hommes en général à partir de 25 ans ils commencent à avoir la calvitie et c'est juste horrible. Moi si j'étais un mec et que j'avais de la calvitie, moi direct je vais faire des implants capillaires, c'est clair. Et en fait chaque zone, en fait c'est un building qui s'appelle Estetika en Turquie. Et moi je les ai contactés via Medicinal Istanbul. J'ai regardé l'Instagram, je me suis pris connaissance de tous les profils des médecins. Et moi en fonction de ce que je voulais faire, j'ai choisi le docteur Burak Efeoglu. J'ai vraiment aimé son travail, je trouvais que c'était vraiment bien. Donc moi à la base, je partais en Turquie pour me faire une réduction mammaire et une liposuction d'extérieur des cuisses et du bas du ventre. Donc j'ai filmé là-bas, donc je vais vous mettre des extraits du vlog pour que vous voyez un petit peu la chambre, pour que vous voyez le process, comment ça s'est passé et le résultat. Et également, comme j'ai un petit peu documenté mon voyage via les réseaux sociaux, vous étiez nombreux à me poser des questions pour le docteur. Donc à la fin, je vous mettrai un petit peu vos questions-réponses avec le docteur. Et voilà, donc je vous laisse découvrir. On est arrivé à Istanbul. Madame Bengoua. Non. Non. Si. Non, me filme pas. Si, mais t'es dans le champ, j'y peux rien. Moi, je me sens, maman. Fatima, Bengoua, Fatima. Arrête. Bon, je suis passée à la clinique, ils m'ont pris mon sang. Voilà, demain opération. I am so stressed out. Je suis super stressée, j'ai le droit de boire de l'eau jusqu'à 1h du matin. Après... Après voilà, j'ai plus le droit de boire, il faut que je sois à jeun. Ils viennent me récupérer à midi demain. Donc du coup le matin je pourrais pas manger, je pourrais pas boire. Et voilà, voilou. J'espère que ça va bien se passer. Madame Bengoua, ça va? Ça va, Madame Mais je suis Bengoua? pas sur ton champ quand même. T'es là. Non. T'es là, Madame Bengoua. Comment va Madame Bengoua? Comment va Madame Bengoua? Arrête. Ah non. Oui, Madame Bengoua. J'accompagne ma fille. Elle accompagne sa fille. C'est bon, on est parti. Voici la clinique, maman qui est toujours avec moi.
Voilà l'accueil. Hi, thank you. Et notre super chauffeur. Voilà, c'est l'heure de vérité les amis. Oh là là. Ma chambre. Waouh. Waouh. Voilà. Et là il y a des marches. Comme ça ma mère elle ira dormir là-haut. Et j'espère qu'elle ronflera pas trop parce que... Voilà. Tout. Thank you. Alors voilà, c'est mon petit lit. Ma petite maman avec sa tablette. Comme d'hab, Madame Bengoua. Comme d'hab. Et ça, c'est la salle de bain. Alors attends, je vais allumer déjà. Arrivé sur place, tout se passe bien. La chambre est super belle. Donc bien sûr, j'y vais avec ma mère, forcément, parce que la maman, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si elle ne valide pas, je fais rien de toute façon. Donc si elle valide, elle est là avec moi. J'ai rencontré le docteur sur place. Donc il m'a examiné, il a regardé un petit peu mon corps et par rapport à ma poitrine, il a été très honnête avec moi. Le docteur m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Siam, est-ce que tu veux des enfants ?» Je l'ai regardé, j'ai fait « Bah ouais, j'aimerais bien. Ok, je suis célibataire, j'ai personne et tout, mais j'espère que je vais rencontrer l'amour et que, Inch'Allah, je vais avoir des enfants quand même, tu vois. » Il me dit, bah alors dans ce cas-là, je te conseillerais d'attendre pour ta poitrine. Ok, bon là, j'ai vu des photos, on voit que la prothèse sort un petit peu, mais c'est pas catastrophique. Il vaut mieux, si tu veux une réduction mammaire, il vaut mieux d'attendre que tu aies des enfants. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est-à-dire que si tu fais une réduction mammaire maintenant et que après j'arrive à te fixer le muscle comme il faut, ensuite tu vas avoir une grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses, bon peut-être pas 3, peut-être 2, mais voilà, ta poitrine, ton corps va changer, ta poitrine va gonfler et ça risque de péter en fait, tes seins vont s'élargir, donc voilà, et en plus si je t'opère tu auras une cicatrice comme ça, et moi voilà, je suis pas trop fan des cicatrices comme ça, en T. Du coup il m'a dit vraiment, Siam, il vaut mieux que tu attendes d'avoir des enfants avant de te faire opérer de la poitrine. Par contre, en ce qui concerne les amas graisseux que tu as sur les côtés et en bas du ventre, je te propose de te faire un lipofilling. Bon, comme j'avais maigri cet été, c'est vrai que j'avais beaucoup perdu des fesses. Donc je lui ai dit, franchement, oui, un lipofilling, ça serait cool, mais je veux pas que vous me mettiez... Je ne veux pas que vous mettiez toute la graisse que vous allez me prendre dans les fesses. J'ai pas envie d'avoir des fesses énormes. Déjà que j'ai des bonnes fesses. Juste rajouter un petit peu ce que j'ai perdu des fesses dans mes fesses. Donc du coup, il m'a enlevé, pour être très exact avec vous, le ventre. Genre, il m'a enlevé de la graisse du ventre et extérieur et intérieur des cuisses pour que ce soit harmonieux, pour pas que ça fasse juste extérieur. Parce que j'avais pas mal de graisse dans les cuisses aussi. Il m'a enlevé intérieur, extérieur des cuisses et sur les 3 litres qu'il a enlevé en tout, 3 litres, je lui ai demandé, il m'a dit 3 litres, j'ai pas 3 litres, 3 kilos. Il m'a dit non, calme-toi, 3 litres c'est à peu près 2 kilos. Donc sur les 3 litres qu'il m'a enlevé, il m'a mis 1,2 dans le postérieur. Voilà. Bonjour à tous. Je suis à... Je crois 12 heures de l'opération, 10-12 heures de l'opération, donc on m'a fait un lipofilling. Quand je me suis réveillée, la pire sensation du monde, c'était horrible. Je crois que j'avais crevé. Ça me faisait mal partout, comme si on m'avait plongé dans l'acide. C'était très, très compliqué. Heureusement qu'il y a ma mère avec moi. Il faut leur dire, je ne veux pas partir seule. Partez pas seule. Hein. Partez pas seule parce que il vous faut quelqu'un avec vous pour vous occuper de vous. Les infirmières elles sont au top mais elles parlent pas français. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah bah tiens, viens Yélise. C'est Yélise? Oui. Ah, mon ange gardien. Hier, tu te souviens quand je me suis réveillée? Comment j'ai réagi? T'avais très froid. J'avais froid. T'avais très Je tremblais et tout. Mais ça en fait c'est la réaction après la liposuction. Et en même temps, c'est dû au bloc opératoire déjà qui fait très froid au bloc. Quand tu reviens, quand tu te réveilles, en général, tout le monde est comme ça. Donc ça, c'est normal. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur, surtout pour les proches. Je sais pas si ta maman a eu peur quand elle je crois qu'elle a eu peur. Mais c'est normal quand t'as très froid au début. Un chauffage dans les jambes. Mais après, ça va. Et après, voilà quoi. Ça va mieux aujourd'hui?
Ça va, mais là je me suis levée pour aller faire pipi parce qu'ils m'ont mis une sonde, mon Dieu. Elle l'a retiré, la sonde? Ouais, ils là, me l'ont c'est enlevé. sûr, ouais. C'est bon, Ils vous c'est mettent bon. une sonde dans la titounette. Et je crois que j'allais crever quand elle m'a enlevé. Ça fait trop mal. Et du coup, là, je suis allée faire pipi toute seule et j'avais la tête qui tournait. Ouais, c'est normal. C'est normal. Du coup, là, je me suis remis dans le lit. Il m'a dit cet après-midi pour bouger. Sûrement, ouais, on va voir. Il va repasser te voir, on verra. ouais. Mais je sais pas trop. Parce que j'ai quand même la tête qui tourne. J'arrive pas. J'essaye de marcher. Tu vas avoir encore, sûrement aujourd'hui, comme des chutes de vertiges. tension, comme des vertiges. Ça, c'est parce que tu restes allongée aussi Ouais. depuis hier. En plus, tu étais âgée, tu n'as pas Et mangé puis, beaucoup. oui, Elle n'a pas mangé beaucoup. Et plus l'anesthésie aussi, l'effet de l'anesthésie générale. Et C'est normal, plus c'est l'opération, bien. bien sûr. Donc, Moi j'ai vu aussi à l'hôtel, il y a pas mal de gens qui viennent ici pour les greffes de cheveux. c'est ça. Donc, il y a donc, la greffe capillaire. Donc, en fait, je t'explique du début. Ouais. La clinique, elle a plusieurs étages et chaque étage, en fait, est dédié à un département. Donc, en fait, ici, c'est l'étage où il y a tous les patients qui sont là, donc tous ceux qui ont des chirurgies esthétiques, D'accord. des interventions chirurgicales, donc ceux qui passent la nuit à la clinique. Donc là, il y a toutes les chambres. Ensuite, donc au-dessus, il y a tout ce qui est traitement dentaire, donc il y a le dentiste. Ensuite, il y a tout ce qui est traitement dermatologique, donc tout ce qui est médical et tout ce qui est dermatologique, on va dire esthétique, botox, acide hyaluronique, peeling, voilà. Et ensuite, tu as tout ce qui est greffe capillaire. Donc les cheveux, la barbe, les sourcils, donc il y a C'est assez complet quoi. Et pour les dents, vous faites aussi les facettes, vous faites tout, tout, ouais, quoi. tout, ouais. C'est Tout ce qui est implant, facettes, couronne, tout ça. ouais, tout. C'est bien ça. J'ai un peu du mal. Ouais, bon, on n'a pas mis le C'est pas trépied. grave. Mais bon, je vais éteindre la caméra, mais de toute façon, on va refilmer. Du coup, j'ai eu super mal. Bien sûr, ça fait très très mal. C'est comme si on m'avait plongé dans l'acide un peu. Hein. On a mal partout. J'avais mal au ventre et j'avais mal aux jambes et tout ça. Mais au bout de 2 jours, franchement, je suis restée là-bas à l'hôpital. J'ai fait mon traitement et tout ça. Et le week-end, je marchais. Le dimanche, on est parti se promener. On a marché pendant 5 km avec ma mère. Franchement, super bonne... franchement, super bonne récupération quoi. J'étais même impressionnée et du coup voilà, je suis super contente du résultat. Mais en tout cas, ça a réglé le problème des cuisses. Donc là, pour les cuisses, je peux pas vous montrer parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de bleu encore. Je pense que je vais faire un update dans 1 mois. Là, ça fait 1 semaine que je me suis fait opérer. Mais je peux déjà vous montrer un petit peu ma silhouette et le résultat final 1 semaine après l'opération. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis encore très gonflée. C'est pas le résultat final, mais je vais juste vous montrer ma silhouette et mon ventre. Comme ça, vous allez voir qu'il m'a bien enlevé le ventre. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc de profil. Voilà, j'ai une gaine, en fait c'est ce qu'on vous donne après l'opération. C'est une gaine qui vous arrive en bas des genoux et c'est un tissu, hein. C'est du tissu et ça c'est un truc que vous devez garder pendant 1 mois. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mon ventre. Voilà. Vous voyez que là, il a bien pris la graisse du bas du ventre. Et voilà, je vais me rhabiller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé et vous aura renseigné également. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience, ça se passe dans les commentaires. Si tu as kiffé cette vidéo, pouce bleu hein, pour l'honnêteté et pour l'authenticité. On finit avec la petite interview du docteur Bourak Efeoglou, mon chirurgien, celui qui m'a opéré. Il va répondre aux questions des internautes concernant tout ce qui est chirurgie esthétique et implant capillaire. Et Yélise, que vous avez vu plus précédemment dans la vidéo, va répondre aux questions concernant les dents. Je vous fais de
Gros bisous. One girl asked if it's possible to get injection in the breast without having prosthesis. Yes, it's possible, but it doesn't give the exact appearance of a prosthesis. How long is it to get a hair transplant for men? For man, how long? Surgery time? Like the surgery time? 4 or 5 hours, For 5 hours. but not under general anesthesia, local with sedation. We do it. Okay. We take backside hair grafts Yeah. and make it sliced and put wherever he needs to Okay. the front. So for the nose, you know, Yes, the we nose, do nose surgeries. nose surgery, how long is it to recover from the nose? In 1 week, 1 week? plastic attel and tampons. Mm-hmm. After 1 week, we open the attel and remove the tampons. 15 days, 60% Okay. of the swelling will go. The other 40% of the swelling will go in 1 year time. Okay, well, In nose surgery, the ödem, what we Yeah, say yeah, yeah. swelling, yeah, it's fine. it completely goes in 1 year In time. 1 year. In the other surgeries, 2 or 3 months, 4 months, Okay. it will be okay. Alright, okay. Thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you, doctor. Yeah. Nous sommes avec Elise, celle que vous avez pu voir plus tôt dans la vidéo. C'est elle qui va répondre aux questions qui concernent les dents, parce que vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions par rapport aux dents. Donc, est-ce que vous faites déjà les traitements Invisalign ici? On le fait, oui, mais en fait, le seul désavantage avec le Invisalign, c'est que la personne, elle doit revenir tous les mois pour des contrôles. C'est comme les bagues, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc ça, pour les personnes c'est pas qui ce que vous faites habitent, le plus, voilà, quoi. non, pour les personnes qui viennent de l'étranger, c'est pas une très très bonne idée parce qu'acheter le billet d'avion, revenir encore une fois tous les mois, ça va être trop compliqué. Donc, D'accord. en général, c'est pas très top pour le traitement Invisalign. Alors, combien de temps faut-il pour se refaire toutes les dents? C'est-à-dire se faire si quelqu'un qui n'a plus de dents, pour lui refaire une dentition, il faut combien de temps? Si c'est une personne qui a vraiment plus de dents, aucune dent, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que la personne, elle doit venir pour un premier séjour. Ouais. On doit poser des implants dentaires dans un premier temps. Ouais. Ensuite, la personne, elle rentre chez elle, Ouais. donc, avec des dents provisoires, bien sûr. Donc, on lui prépare Un dentier. un dentier soit amovible, soit si l'état, on va dire, de sa gencive ou de l'os est en bon état, on peut lui faire une prothèse fixe également. Donc là, elle rentre chez elle et ensuite, ou lui, donc ils reviennent donc 3 mois après, là pour poser donc les dents fixes, donc les couronnes fixes ou bien la prothèse fixe. Mais il faut un délai de 3 mois entre les deux séjours. D'accord, ok. Alors, quand on fait une pose de facettes, est-ce que c'est à vie? Ou est-ce qu'il faut les changer au bout d'un certain temps? Si la personne en prend bien soin, normalement, elle devrait les garder à vie. Par contre, après 15 ans, on va dire à peu près 15 ans après, il faut peut-être faire des contrôles, donc voir peut-être que la facette peut se décoller ou bien elle peut se fêler, donc ça c'est possible. On ne peut pas donner la garantie à vie, mais si la personne en prend bien soin, normalement il n'y a pas de souci, elles peuvent les garder, donc oui, bien il peut les garder à vie. D'accord. Alors, est-ce que les dents doivent être obligatoirement taillées pour la mise en place? Oui. Donc, On est obligé de les tailler. En fait, ça dépend de la dentition de la personne. Si les dents elles sont trop chevauchées, à ce moment-là, on doit tailler un petit peu plus au niveau de la dent. Si la personne est juste mécontente de la couleur ou de la forme, mais elle a les dents bien alignées, à ce moment-là, on ne taille pas beaucoup. Mais vu qu'on taille quand même un peu la dent, la personne elle ne peut plus utiliser, elle est obligée de garder ses facettes à vie. Donc, même si on taille un petit peu, on le verra tout quand même. Et donc du coup, le séjour pour faire des facettes, pour un traitement des dents, c'est 6 jours. Donc 6 jours, une semaine maximum, c'est largement suffisant. Ouais, donc si la personne elle vient le lundi, elle peut rentrer donc au plus tard samedi. Le samedi, d'accord. Donc du coup, vous gardez les personnes qu'une semaine en général? C'est ça, une semaine, oui. En général, c'est toujours une semaine. Ok, d'accord. Je te remercie. Je t'en prie. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.